Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, vidéo numéro 7 du bilan de culture. Je pensais que ça allait être la dernière, mais en fait non, ce n'est pas la dernière. C'est certainement l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière, parce que je me suis rappelé que j'avais oublié des espèces. Alors je ne sais pas si je vais tout passer avant la fin de l'année, je ne sais pas, mais en tout cas, j'arrêterai au 31 décembre, ça c'est sûr, pour qu'on puisse passer à autre chose et se remettre dans l'action à partir du 1er janvier. Donc pour cette vidéo là, ce sera courge, donc toutes les sortes de courges et courgettes aussi. C'est une courge aussi, mais c'est quand même un peu différent, je le mets à part. Et ben allez, c'est parti. Alors pour les courges, le panel d'espèces qui est à votre disposition est énorme, le choix est énorme. Donc il faut toujours faire un choix en fonction des variétés, enfin des espèces que vous allez le plus vendre, qui se vendent le plus, qui ont le plus de potentiel auprès de votre clientèle. On peut toujours faire plein de choses, mais bon, comme j'explique toujours, simplification, optimisation. Alors nous, les choix qu'on a fait depuis quelques années, c'est de se concentrer sur le butternut, le potimarron et le muscat de Provence. Donc c'est un potiron vert. Donc ça, c'est les trois principaux. Après, on fait quand même aussi un peu de potiron rouge, du rouge vif des tempes, mais vraiment dans une moindre mesure. On fait aussi du potiron Halloween, la citrouille d'Halloween, mais ça c'est uniquement forcément pour les fêtes d'Halloween. Et enfin, en petite courge, on fait aussi de la courge spaghetti, qui est intéressante. Après, ça se vend beaucoup moins aussi. Si je devais en virer une, ce serait celle-là, mais bon, ça apporte quand même une autre couleur dans l'étal. Et puis c'est pas très difficile, c'est pas une diversification qui a un impact en fait sur notre schéma. Après on pourrait faire plein d'autres choses, du potiron bleu, du bleu de Hongrie, là, ça se fait pas mal aussi. Tout ce qui est courge de décoration, après des pâtissons, enfin des choses comme ça, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire, mais c'est vrai qu'on se contente sur les premières espèces que j'ai citées. Pour les variétés, en butternut, on est sur ça s'appelle du butternut Butor. Pour le potimarron, on a choisi le Orange Summer qui est la référence, et référence normalement en conservation. Pour le potiron, j'avais dit rouge vif des tempes. Muscat de Provence, c'était jusqu'à cette année du Provic. Et l'année prochaine, on change avec le semencier, mais je ne sais plus vous dire quelle est la variété. Halloween, je ne sais plus, et spaghetti, je ne sais plus non plus. Donc, je regarde dans les fichiers, mais après, bon, ça c'est à la marge, je veux dire, toutes les variétés vont bien, c'est pas très important en tout cas pour nous. Donc nous, comme vous l'avez compris, je fais un achat de semences, j'achète pas mes plants. Donc dans d'autres vidéos, je vous ai dit que j'aimais bien acheter les plants parce que voilà, je suis pas un professionnel de la pépinière et que ça me permet de libérer du temps. Le fait est que sur des courges, en fait, c'est très facile à faire en plan et ça permet d'économiser quand même pas mal au niveau du prix du plan, forcément. Et parce que c'est assez souple, en fait, on n'est pas. Notre créneau de plantation, il est très large en courge. Donc je veux dire, dès que tu as un créneau, un trou, tu fais ta pépinière et tu plantes un peu ça, voilà, tu plantes un peu quand tu veux. C'est pas comme d'autres variétés, d'autres espèces où il faut respecter un planning. Donc voilà, quand on est souple comme ça, moi je dis qu'on peut se permettre de faire notre pépinière. Donc jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je faisais uniquement de la plantation en ayant fait ma pépinière, en ayant semé dans des pots de 10, donc 10 cm sur 10 cm, ce qui me permettait d'avoir quand même des grands plants à planter, parce que si on est dans des petits bouchons ou des petits pots, le plant se fatigue très vite, parce que l'exploration racinaire elle est quand même assez rapide, donc c'est assez risqué de planter dans des plus petits pots, dans des pots de 5, dans des modes de 4 ou des modes de 5 même. Je déconseille quand même de planter dans ces modes-là, dans la mesure où si par exemple vous avez planté, vous êtes au bon stade pour repiquer et que les conditions ne permettent pas d'aller au champ, en quelques jours le plant peut s'épuiser à cause du fait que la racine a déjà exploré tout le terreau et que du coup le plant se fatigue. Tandis qu'en mode de 10, on est quand même beaucoup plus large, on est quand même beaucoup plus souple avec justement la période de plantation.
Du coup, donc jusqu'à aujourd'hui, je plantais uniquement. Pour cette année, je vais essayer quand même de faire un semis en direct. Donc j'ai prévu quand même plus de graines au cas où il y a un peu de perte ou quoi. Et normalement sur toutes les espèces, sauf le butternut. Butternut pourquoi? Parce que c'est l'espèce de courge qui a le plus de besoin en chaleur, surtout au début. Souvent on dit dans le sud ils réussissent très bien les butternuts et moins bien les potimarrons. Et dans le nord c'est l'inverse, on réussit très bien les potimarrons et moins bien les butternuts parce que le butternut a besoin de plus de chaleur tandis que le potimarron a plus besoin d'un climat plus tempéré et il n'aime pas trop les gros coups de chaud. Moi, c'est ce qu'on a toujours entendu. Alors, différence entre semis et plantation. Parce que finalement, dans la courge, il n'y a pas grand-chose de compliqué à part la plantation et la récolte. Donc, semis ou plantation, quels sont les avantages et inconvénients? Déjà, premier point, un bon semis vaut mieux qu'une mauvaise plantation. Parce qu'on se dit toujours, allez, j'ai des beaux plants, du coup, si tu as déjà un plan démarré, c'est beaucoup plus facile pour la suite. Sauf que un plant va avoir besoin de ce qu'on appelle la reprise. Il va devoir reprendre dans une nouvelle terre. Donc on l'a fait naître dans un pot en terreau. Et là, on va le stresser puisqu'on va le sortir de son terreau et on va lui mettre dans une autre terre, un autre contexte. Et si ce contexte-là, il n'est pas hyper favorable, c'est vrai qu'il peut avoir des problèmes de reprise qui vont retarder le plant. Contrairement à un semis où voilà, tu mets ta graine, une fois qu'elle est germée, elle a germé tout de suite dans son substrat, dans sa terre finale, dans son contexte final. Donc, il n'y a pas cet effet reprise et pas cet effet stress en début de culture. Semis forcément beaucoup plus rapide puisque alors bon les professionnels de la courge vont semer ça avec des semoirs à maïs typiquement. Moi si je sème ce sera certainement avec la ponteuse à choux, donc j'ai vu un collègue qui avait fait ça cette année et c'est plutôt pas mal. Bon, il faut régler pour que ce soit semé en superficiel et régler pour avoir un bon rappui, mais bon la ponteuse à choux elle fait un bon rappui. Et ça permettra voilà, de gérer ces distances parce que c'est quand même assez éloigné. Donc avec les semoirs à maïs, en fait, il faut prendre des disques spéciaux pour les courges, donc avec des très grosses ouvertures parce que c'est des grosses graines. Il faut potentiellement cacher des trous de disques pour pas que ça plante trop dense. Et donc voilà, j'ai envie d'essayer comme ça avec la ponteuse à choux, donc avec une personne sur chaque rang, et puis on va mettre une graine tous les 2-3 godets par exemple, en fonction de la densité que je peux adopter. Donc semis beaucoup plus rapide forcément, puisqu'on ne passe pas tout le temps à faire la pépinière, et puis planter c'est beaucoup plus long que de semer. Mettre une graine et puis mettre un plant, ça n'a pas du tout la même vitesse. Semis, forcément le gros inconvénient, et c'est là où je me pose quand même question, c'est au niveau du désherbage. Parce que ce delta qu'on aura entre la germination et le stade où d'habitude on plante, c'est quand même une période où ça va fortement s'enherber. Et donc il faudra gérer ça parce que clairement sur des courges, il n'y a aucun moyen de lutte phytosanitaire. Donc c'est forcément désherbage mécanique ou manuel. Et bon, ça s'est toujours très bien passé en plantation puisque voilà, on gardait des bons espaces de binage. Et puis, comme le plant on le plante assez grand, et ben on est rapidement à une bonne couverture du sol. Donc j'avoue que j'ai un peu peur avec ça. Mais bon, j'ai quand même envie d'essayer. En plus, d'autant plus que on m'a raconté que après, il y en a certains aussi qui disent que les courges semées ont une meilleure aptitude de conservation que les courges plantées. Aucun moyen de vérifier cela. Il n'y a pas vraiment eu d'essai là-dessus, mais pourquoi pas. Également, à l'avantage de la courge plantée, c'est que si elle est plantée dans de bonnes conditions, malgré ce petit retard au niveau de la reprise, on a quand même généralement une meilleure précocité puisque dans le moment favorable où on peut planter ou semer, on a toujours cette avance-là.
Puisqu'il faut savoir quand même que la courge, elle a besoin de commencer dans des conditions assez chaudes. Ça a besoin d'aller vite au début pour ces questions de désherbage, mais aussi pour l'installation de la plante. Elle aime quand les conditions sont favorables pour que ça pousse, quoi. Et donc au niveau de la date de plantation, c'est pour ça que on essaye de viser à partir du 15 mai pour le plus précoce, mais ça dépend vraiment des. En grosso modo, la plage idéale pour moi c'est 15 mai, 15 juin. Parce que c'est à partir de là qu'on a vraiment les très bonnes conditions favorables pour sa fuse. Et mais c'est variable parce que en fonction des années, des fois il y a des périodes, la période elle peut être beaucoup plus chaude avant. Tu peux voir que le climat sera bon à partir de début mai, donc tu peux y aller, quoi. Mais voilà, grosso modo 15 mai, 15 juin, je pense que c'est le, c'est l'idéal pour les plantations et les semis de courge. En ce qui concerne les densités de plantation, donc jusqu'à cette année, ce qu'on faisait, c'était que on différenciait les densités pour les petites courges et pour les grosses courges. Donc pour les petites courges, on travaille à 1,50 m, donc toujours pour des raisons de binage, 1,50 m entre les rangs et puis 50 cm entre les plants. Et pour les grandes courges, on mettait à 3 mètres entre les rangs. Pourquoi? Parce que les grandes courges, elles rampent sur une grande largeur. Donc elles ont au moins 3 mètres d'envergure, de 1,50 m de chaque côté. Donc en mettant à 3 mètres, on a vraiment une bonne couverture. Et par contre, entre plants, on mettait du coup 1 mètre là. Et bon, c'est des densités qui sont pas très élevées. Des producteurs qui font pas mal de courges vont serrer beaucoup plus, notamment je pense au petit marron où il y en a qui mettent à 0,75, donc le double de densité entre les lignes. Et après, ils vont peut-être espacer un peu plus, ils vont mettre à 0,75 sur le rang, donc 0,75 fois 0,75. Donc c'est quelque chose à essayer, mais dans tous les cas, moi je vais garder certainement 1,50 m, quoique parce que c'est pareil, j'en discutais avec le semencier. Apparemment, la courge elle aurait aussi besoin de peut-être augmenter cette densité. Et puis aussi, gros avantage de densifier un peu plus, c'est qu'on a plus vite la couverture. Alors c'est ça, parce que des fois, tu as l'impression que tu es à la bonne densité parce que tu as couvert tout ton sol, mais en fait, tu n'es pas au potentiel max. Tu pourrais des fois augmenter ta densité. Et puis que ça se passe bien quand même. Donc c'est à voir. Je pense que je vais faire des essais, je vais faire les deux. Je vais faire des essais en double densité, on verra si c'est aussi bien. Mais c'est vrai que l'avantage c'est que tu couvres beaucoup plus vite, donc au niveau des gerbages, c'est aussi un peu plus facile. Mais l'inconvénient, c'est que au plus tu es dense, au moins tu as d'espace entre les rangs, au plus c'est difficile de passer au milieu. Mais bon, tu dois passer moins longtemps. Donc c'est un compromis, je pense que il faut se faire la main, il faut faire sa propre expérience pour voir les différences et voir ce qui va le mieux. Donc on essaiera un peu tout cette année, je vous montrerai tout ça. Ensuite, la question du paillage. On a déjà fait. Alors j'ai pas souvenir d'avoir fait du paillage plastique. J'ai le souvenir d'avoir qu'on avait essayé du paillage avec toile tissée. Alors ça c'est bien pour les petites surfaces. Mais maintenant comme on en fait quand même beaucoup plus, c'est assez long et fastidieux à installer. Mais c'est vrai que si tu n'as pas une grande surface et que tu as tes trous qui sont déjà faits, c'est quand même pas mal. Sauf que la mauvaise expérience qu'on avait, c'était avec le vent. Donc il faut bien l'arrimer de partout. Si tu es en région venteuse comme nous, la toile tissée, ça vole quand même très facilement. Et alors surtout si tu viens de planter et que tu n'as pas bien arrimé ta toile, tu peux vite abîmer tes plantes, c'est quand même assez fragile. Donc ouais, moyen satisfait pour la toile tissée. Après, il y en a pas mal qui font paillage plastique, biodégradable ou pas, je sais pas. Perso, je suis pas chaud. Pour moi, il n'y a pas assez de valeur pour faire commencer à installer du paillage. Le binage se fait quand même pas trop mal, puisqu'on est sur des périodes où si tu as fait une bonne terre, généralement j'essaie toujours de faire une préparation assez fine en courge,
pas forcément pour la courge en tant que telle, mais pour la facilité de désherbage, parce qu'on fait beaucoup de désherbage manuel, donc au plus la terre est fine, au plus la terre est bien préparée, au plus c'est facile d'aller faire du binage avec les pousse-pousse, etc., les rasettes, c'est beaucoup plus agréable. Donc, et puis on est sur des périodes voilà, où ça sèche quand même, ça sèche quand même bien, on est sur les jours longs, on a des bonnes températures, ce qui fait qu'on est c'est vite accessible pour aller biner. Donc voilà, normalement, si on est assez à cheval sur le binage, sur le désherbage, on peut assez facilement avoir des courges assez propres. Ensuite, en ce qui concerne l'entretien, après une fois que tout est couvert, c'est désherbé, voilà, il y a quasiment rien à faire. Enfin, moi, j'ai jamais rien fait en fait. Il y a en risque maladie, à part l'oïdium, qui atteint plus ou moins certaines espèces, notamment les spaghettis. Les spaghettis, c'est toujours tout de suite blindé d'oïdium, pourtant ça produit quand même pas mal. Donc, ouais, j'ai jamais lutté contre en tout cas, et ça s'est toujours plutôt bien passé. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à lutter contre les maladies, à gagner en luttant contre les maladies, contre les courges, quoi. Alors, le point fondamental de la courge, c'est la récolte, parce que le principal objectif, forcément, ça va être les conserver le plus longtemps possible. D'ailleurs, si ce n'est pas un objectif pour vous, si vous voulez les garder juste un mois ou deux, ou si vous voulez avoir fini d'en vendre pour décembre, enfin en novembre-décembre, autant les laisser au champ et vous les ramasser que s'ils annoncent du gel. Parce qu'il n'y a aucun problème jusqu'à décembre pour les conserver au champ. Sauf si gel, bien sûr, là c'est fini. Mais si vous voulez les conserver plus longtemps, puisque la courge a quand même le potentiel pour être conservée jusque normalement avril. Mais ça dépend du stade de récolte qu'on aura. Ça dépend du stade auquel on aura récolté nos courges. Et pour définir ce stade-là, il y a plusieurs points, plusieurs indicateurs. Mais honnêtement, à ce jour, ces indicateurs, pour moi, ils ne sont pas d'une fiabilité extrême. Et en fonction des différents conseillers, les conseils divergent fortement. Et bon, je pense qu'on est en fait le conseil technique autour de la courge, pour l'instant, il n'est pas au point. On ne sait pas encore tout. Les essais montrent quand même souvent des différences. Donc voilà, on apprend, on fait notre propre expérience, on essaye plusieurs choses. Donc je vous parle sans aucune certitude, mais à l'heure actuelle, voici les 3 indicateurs qui sont pour moi les plus importants. Alors le premier, ça va être et l'indicateur on va dire le plus ancien, c'était la coloration. Donc on disait toujours, même à l'époque, il faut aller attendre que ton fruit soit bien coloré pour être sûr qu'il soit prêt qu'il soit assez mûr pour être conservé. Indicateur qu'on a un peu bafoué récemment, puisqu'on s'est dit vaut mieux récolter trop tôt, moins coloré que trop tard, puisque trop mûr ça va mal conserver, alors que pas assez mûr ça va mieux conserver. Moyen satisfait par cet indicateur, surtout que cette année, voilà, j'avais d'autres indicateurs sur potimarron qui étaient bons pour moi, donc j'avais dit je manquais de coloration, mais avec l'indicateur de coloration, je m'étais dit voilà, c'est pas très grave, donc on récolte, on verra bien. Au final, ça a été plutôt mauvais comme conservation. Donc, je pense que la coloration, ça a quand même une importance. Donc, premier indicateur, une bonne coloration, mais toujours jamais dans l'excès, forcément. Deuxième indicateur qui était pour moi le plus important, c'est le pédoncule. Donc, la tige, est-ce qu'elle a commencé à changer de couleur? Une tige verte, on ne récolte pas. Une tige complètement morte, c'est déjà trop mûr normalement. Et une tige qui est en train de se cartonner, se lignifier. Donc on voit ça fait un peu des vaisseaux en carton dessus. Donc c'est à partir de ce moment-là, normalement, qu'on est censé être au bon stade de récolte. Donc je me fiais principalement à ça. Ça a très bien marché pour les potirons. Et cette année, ça a très bien marché l'année dernière aussi pour les potimarrons. Mais pour le coup, en potimarron cette année, ça n'a pas été bon. Et troisième indicateur qui est apparemment, selon des conseillers, le plus fiable, c'est la graine. Donc faut couper une courge,
Alors je sais pas si ça marche sur tout, je sais que ça marche sur le potimarron. On coupe une courge, on prend la graine, on l'ouvre et normalement, en fonction de la texture du cœur de la graine, on peut définir si c'est mûr ou pas. Si c'est encore tout du lait, c'est pas mûr. Par contre, si ça forme un vrai, comment on appelle ça, quelque chose d'assez dur, d'assez ferme, un truc blanc bien ferme, là on peut dire qu'on est sur le bon stade de récolte. Donc voilà les 3 indicateurs, après vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est une histoire de compromis. Mais toujours est-il en fonction des dates de plantation, mais à partir de fin août, quoi, il faut commencer à aller voir au champ et voir un peu comment ça se passe. Si tu vois qu'à la fois tu as une bonne coloration et que tu as ton pédoncule qui commence à se lignifier, bah pour moi on peut y aller sans problème, quoi. Par contre cette année c'est vrai que manque de coloration et j'ai l'impression que c'est resté assez longtemps. Les fruits ont eu du mal à colorer et je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux même après. Donc en fonction des années, en fonction des contextes pédoclimatiques, on peut quand même avoir des sacrées différences en courge. En ce qui concerne le butternut, là pour le coup c'est pas du tout la même chose. On peut se fier uniquement qu'à la coloration parce que le pédoncule va pas vraiment changer de couleur, c'est pas du tout la même nature de pédoncule. Donc là, je pars du principe que dès que la couleur devient mate, souvent au début quand il est pas mûr, le butternut il est blanc, un blanc un peu plus clair, et quand il va mûrir, il va passer crémeux, beige comme ça. Et là, généralement, ça marche plutôt bien. Voilà, j'ai encore des butternuts qui sont en très bon état. Donc ça, il n'y a aucun problème. Dès l'instant que c'est passé, ça a bruni un petit peu, ben, je pense qu'on peut y aller sans problème. Le musqué. Alors, musqué de Provence, ça conserve très bien. Mais par contre, c'est toujours le dilemme de quand est-ce qu'on récolte parce que ça ne mûrit pas beaucoup. Ça ne mûrit même pas du tout au champ. Alors, moi maintenant, j'attends qu'il y ait une tache jaune dessus parce que le musqué de Provence, en fait, il est tout vert. En fait, il est tout vert. Et après, quand il va mûrir, il va passer au jaune, et puis orange, puis même brun, on va dire, un brun doré comme ça. D'ailleurs, une très belle couleur. Mais il ne sera jamais brun doré au champ. Par contre, il va avoir une facette qui va commencer à se colorer. Je pense que c'est le seul indicateur sur lequel on peut se fier. Après, ne sachant pas, souvent je mets plus de temps à les récolter, j'attends un peu plus. Et ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc pour le musqué, je dirais plutôt qu'il ne faut pas y aller trop tôt. On est peut-être mieux à y aller un peu plus tardivement. Et puis la coloration va se faire au stockage. Et pour les couches de spaghetti, alors là, j'en sais strictement rien. C'est vraiment particulier. Donc j'attends, je les laisse limite mourir au champ. Il n'y a plus de feuilles, il ne reste plus que les courges. Et j'ai jamais eu trop de problèmes non plus en conservation. Après, voilà, c'est vraiment le spaghetti, c'est la courge à la marge, donc quelque part, je m'en fiche un peu. Alors après, au niveau conservation, donc 2 points. Alors, quand on les rentre en conservation, il y en a certains qui vont les chauffer. Alors, il y a quelques documents techniques qui conseillent de chauffer les courges si on veut aller vers une très longue conservation. Chauffer jusqu'à 28-30 degrés, un peu comme les oignons, de sorte à bien sécher pour, je sais pas, éviter sécher, cicatriser, éviter de faire entrer les maladies. Ben voilà. Je ne sais pas vraiment l'effet que ça a sur la courge, mais toujours est-il que c'est un des conseils. D'ailleurs, j'avais vu un document technique, j'en avais parlé au moment des patates douces, qui disait qu'on pouvait également chauffer humide avec la méthode du curing en utilisant patates douces. J'ai essayé un Palox cette année. Pour l'instant, ce Palox qui a passé le curing, bah, il est encore nickel comme ceux qui ne l'ont pas passé. Donc, l'humidité avec la chaleur, ça n'a pas vraiment impacté. Il n'y a pas eu de problème de conservation à cause de l'humidité. Donc, à voir si c'est un intérêt. Faudrait que je vois, parce qu'il y a le Palox derrière, est-ce qu'on a eu une meilleure maturation du fruit? Est-ce qu'il est plus mûr maintenant ou pas que ceux qui n'ont pas fait le curing? Je ne sais pas. Donc ça c'est aussi un élément à vérifier. Mais voilà, pour moi cette étape du chauffage, je pense pas qu'elle soit capitale. Le point le plus capital, c'est le deuxième point,
c'est dans quelles conditions on va le mettre sur la longueur. Et sur ce point-là, 3 éléments. L'humidité, donc il faut que ce soit le plus sec possible. Pour cela, deuxième point, la ventilation. C'est la ventilation qui va permettre principalement de gérer cette humidité. Et troisième point, la température. On doit maintenir une température obligatoirement au-dessus de 10 degrés et je pense idéalement entre 12-13. À mon avis, ça doit être ça. On peut monter jusqu'à 15. En fait, grosso modo, c'est entre 10 et 15 degrés. Après, à voir dans quelles conditions on sait si ça demande beaucoup d'énergie pour chauffer ou quoi. Mais bon, généralement, dans une chambre isolée, 12-13 degrés, on les tient facilement sans que ça coûte trop cher. Avec un petit chauffage d'appoint, je veux dire, on y est très vite. Donc, mais surtout une bonne ventilation. Et je pense, voilà, le coup de combiner les 12-13 degrés avec une ventilation fréquente, on arrive facilement à avoir un environnement sec. Et pour moi, c'est la clé pour la conservation. Et aujourd'hui, bah voilà, ça se passe plutôt bien, même si cette année, il y a eu cet échec en potimarron. Sur le reste, ça se passe plutôt bien. Donc pour moi, c'est un élément que je n'ai pas vraiment, que j'ai pas perçu. Je sais pas, il y a un facteur qui m'a échappé au niveau du potimarron. Donc c'est les années à venir et l'expérience qui nous dira ce qu'il faut faire pour faire mieux. En tout cas, bah, dites-moi en commentaire comment vous conservez vos courges et si vous avez des petits conseils, des petites mésaventures où vous vous êtes dit ah bah ouais c'est ça qui cloche à cause de ça que ça n'a pas été. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout cela. Alors la courgette, c'est un légume qui est facile à produire puisqu'il nous donne quand même assez facilement du rendement sans trop de soins, on va dire. Nous on fait 4 plantations par an et c'est la première plantation forcément qui est la plus importante parce que vous allez arriver avec des courgettes sur un marché où il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, ça a une plus grande valeur. C'est la nouveauté forcément, mais les gros producteurs de courgettes qui font ça en extérieur, ils ne sont pas encore sur le marché, donc ils ne font pas baisser les prix. Parce que eux, forcément, dès qu'ils arrivent, bah, ça devient quand même beaucoup moins intéressant parce qu'il y en a pléthore. Donc, 4 lots par an. Le premier, on le fait le 15 mars, enfin c'est mi-mars quoi. On achète les plants parce que forcément avant jour court, jour froid, donc c'est difficile de produire. Donc je préfère confier ça à un professionnel qui a des pépinières chauffées pour vraiment avoir un beau plan à planter au 15 mars. Et donc pour la variété, je ne sais plus ce qu'on va utiliser cette année. J'ai plus la variété en tête, mais ce que je vous conseille, c'est si vous avez la possibilité ou si vous faites votre plan vous-même, c'est d'acheter des graines ou des plants parthénocarpiques. Donc c'est des graines, enfin c'est des variétés qui sont auto-fertiles en fait, qui n'ont pas besoin de fécondation extérieure. Et ça a le gros avantage sur la première plantation, après on s'en fiche un peu, mais sur la première plantation, étant donné les conditions froides, des fois la fertilité elle se fait quand même assez difficilement et le fait d'avoir ces variétés là ça permet d'éviter quand même pas mal d'avortements qu'on peut avoir en début de saison et je vois cette année notamment c'était le cas, conditions encore plus froides, ça avait du mal à pousser et des fois on avait des courgettes en fait qui finissaient pointues et donc ça c'est un problème de fécondation et donc c'est des courgettes qui ne sont pas vendables forcément. Donc malheureusement le plan que j'aurai, il n'est pas parthéno. Enfin, peut-être apparemment, c'est encore en discussion, mais j'aimerais bien quand même avoir une variété parthéno, mais c'est pas sûr. Mais bon, au pire, voilà, c'est tout, on fera avec. Mais toujours est-il que je vais en mettre plus cette année pour la première partie, parce que comme j'avais dit, au début, on en manque toujours. On en manque toujours, c'est la nouveauté. Voilà, c'est hyper important d'avoir beaucoup de courgettes au début. Alors le problème qui va se poser, c'est que si on en met beaucoup dès le départ, à un moment donné, vous avez un pic de production avec les courgettes. Dès que ça va commencer à réchauffer, là, ça envoie vraiment beaucoup de rendement. Et à ce moment-là, on en aura de trop. C'est le même problème qu'avec les concombres. Mais voilà, il faut toujours pour moi en mettre plus pour en avoir ce qu'il faut au début, quitte à en avoir trop après pendant les pics de production. Et surtout qu'après, voilà, une courgette sous serre, vous pouvez la garder hyper longtemps. Cette année, je trouve qu'on l'a gardée vraiment très longtemps. Elle produisait encore,
je sais plus combien de temps, plantation 15 mars, mais je suis sûr au 15 juillet, même début août, je sais pas si on n'avait pas encore les plants. Je sais pas, j'exagère peut-être un peu, mais ça va vraiment loin. Mais tu vois dire que nous on fait donc 2 plantations ensuite à l'extérieur, je sais plus sur quelle date, mais en fait je suis à peu près la production de la serre. Si je vois que ça commence à diminuer, tout de suite on plante à l'extérieur. Mais bon, c'est un peu au feeling. J'avoue que j'ai pas trop de règles sur les plantations extérieures de courgettes, mais j'essaye d'en caser, voilà, caser une plantation à l'intérieur, ensuite 2 plantations à l'extérieur. Et enfin, je fais une dernière plantation vers le 15 août, je pense, sous serre. Et comme ça, ça permet de prendre le relais des plantations extérieures et de finir la saison. C'est pas une plantation qui va faire énormément de rendement parce qu'on va après arriver sur des jours courts, vit dans des conditions humides. Donc ça va être de moins en moins favorable pour la courgette. Mais ça permet de finir la saison et d'avoir des courgettes quand même assez tard sur un marché où il y en a plus, quoi, forcément. Mis à part ça, bon, nous courgettes déjà pour la méthode d'implantation, on plante forcément à la main. On a déjà planté, fait des semis directs, donc planter directement les graines dans les trous de paillage. Alors ça marche, mais potentiellement déjà il peut y avoir un peu de désherbage à faire autour de la graine, autour du plant, parce que voilà, il y a pas le plant ne va pas se développer rapidement. Et surtout, j'ai eu une fois une année des fontes de semis, parce qu'on avait eu des grosses pluies après, je crois, et la courgette, elle n'aime pas trop se faire plaquer comme ça. Donc ça peut générer des fontes de semis, du coup ça lève pas. Donc je pense voilà, le plus simple c'est de faire ses pots en pot de 10, en pot de 10 je crois que c'est le mieux. Et puis après tu plantes, et puis au moins tu es sûr de ton coup, parce que si tu fais un semis en direct et que après tu as 2 trous, voilà, c'est chiant quoi. On n'est pas sur des grandes quantités, donc autant les réussir à 100%. Donc justement, méthode de plantation, on met tout sur paillage plastique. Je pense que c'est le système le plus simple. Donc c'est du paillage plein, et puis après on plante tous les 50 maintenant. Donc je pense que c'est la bonne distance. 50 c'est le minimum, c'est vraiment fort collé. Avant on faisait plus, avant on faisait 80, et j'ai vu qu'on pouvait serrer quand même pas mal. Et 50, mais 50 c'est pas mal. Ensuite, les ravageurs, enfin les problématiques qu'on peut rencontrer sur courgettes, sont pas très nombreuses. La plus grosse problématique fongique, ça va être l'oïdium forcément, parce que ça arrive et ça croît de façon exponentielle, donc il faut gérer ça au plus tôt. Et en préventif, il faut surtout avoir une bonne aération. Donc c'est un problème qu'on va avoir principalement à l'intérieur, hein. On voit qu'à l'extérieur, même en année humide, on n'est pas trop embêté quand même. Enfin, franchement, je trouve que ça va. Alors après, l'avantage, nous, c'est que entre 2 rangs de courgettes, on laisse quand même pas mal d'espace. Parce que moi, j'ai besoin d'aller entre 2 en cueillette. En fait, c'est pas comme dans les grands champs de courgettes que vous voyez, des fois, toutes les courgettes se touchent. Parce qu'après, en fait, ils vont avec une rampe et ils chargent directement sur la rampe. Donc ça va beaucoup plus vite. Mais nous, comme on met souvent que 2 ou 3 lignes de courgettes, et je laisse un grand espace entre 2, comme ça je peux passer avec ma bourrette, parce qu'il faut imaginer qu'après que la courgette elle va arriver, elle va ramper un peu vers le milieu. Et ce qui fait qu'au final, du coup, on a quand même beaucoup d'espace entre 2 et beaucoup d'aération. Et donc à l'extérieur, même sur une année comme cette année assez pluvieuse et avec peu d'ensoleillement, le fait qu'il y ait beaucoup d'air, on n'a pas eu de problème d'oïdium, pas de problème majeur qui ont un impact significatif sur le rendement. Donc voilà, toujours même. De toute façon, pour nous, maraîchers, je pense que l'aération, c'est la base. C'est la base pour lutter contre la majorité des maladies. Et on le voit en sous-serre, du coup, même si on espace, le fait qu'on est en environnement fermé, c'est l'aération qui fait la différence. Donc bien ouvrir et bien aérer. Et je me dis même, en pensant à ça, en vous parlant de ça, c'est que l'intérêt de ventilateurs en serre, ça peut vraiment être pas mal. J'ai déjà vu ça sur des photos, des gens qui mettent des ventilateurs en fait dans les serres pour recycler l'air, faire du mouvement.
Et je me dis que ça doit vraiment être sympa, ça permet des fois de sécher plus vite et du coup de pouvoir refermer et de garder une meilleure température pour que ça pousse plus vite vers gagner en précocité. Puis après en ravageur, c'est les pucerons, faut toujours vérifier ça, mais bon, ça c'est comme pour toutes les espèces. Mais honnêtement, c'est pas le plus gros des problèmes. Et enfin, la qualité de la courgette. Qu'est-ce qui va faire que vous êtes quali en courgette? C'est le calibre. Parce que produire la courgette, c'est facile. Par contre, il ne faut jamais se faire dépasser par la production et se dire j'en ai assez, j'arrête de récolter. Il faut toujours récolter. Même si vous en avez trop, continuez à récolter. Vous le mettez pas en chambre froide parce que c'est trop froid, mais disons à une dizaine de degrés, quoi, un endroit tempéré, dans le noir, ou 10 degrés max, on va dire. Et ça va permettre de les conserver très bien pendant, allez, je sais pas combien de temps, mais au moins une bonne semaine, allez, 10 jours. Et ça permet des fois de passer un pic, mais il faut pas attendre parce qu'une courgette, vous allez la voir, elle est comme ça, vous vous dites, je vais attendre une paire de jours, vous revenez, elle est comme ça, quoi. Donc elle est plus vendable. Et vendre de la grosse courgette, c'est pas. Enfin, moi, il y a certaines personnes des fois qui recherchent ça pour faire des courgettes farcies, des choses comme ça. Donc tu peux les proposer, mais en général, ce qui plaît, c'est au plus la courgette elle est petite, au plus elle plaît généralement. Donc nous, stratégiquement, on passe tous les 2 jours, au minimum. On passe tous les 2 jours, sauf si vraiment il fait vraiment grosse chaleur. Donc petite couple en batterie. Mais donc du coup, je disais que avec la cadence de récolte, en fait, donc on passe tous les 2 jours, mais malgré tout, le problème c'est que quand tu passes dedans, tu vois pas forcément tout. Donc, dans des périodes chaudes, ce qu'on fait, c'est qu'on passe même tous les jours. Ça permet de faire une double vérification. À chaque fois, on en récolte parce que si tu fais pas ça, tu as des courgettes forcément qui deviennent énormes et qui sont du coup plus vendables. Donc, pour moi, c'est vraiment la stratégie de passer au moins tous les 2 jours, voire plus en période de canicule ou période très chaude, quoi. Ouais, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour les prochaines, je vais essayer d'attaquer dans la foulée pour dire d'avancer, mais bon, il me reste encore les bulbes. Donc ail, oignon, échalote, mais ça, je sais pas si je vais pas les sauter parce que pour dire qu'on en finisse un peu plus vite. Et après, j'ai encore patates douces aussi, mais bon, comme j'ai fait un sujet il n'y a pas longtemps avec la récolte, est-ce que je vais pas sauter ça non plus? Et en tout cas, je vais finir par les fruits avec fraises, framboises et melon. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Merci encore. À nos stockés.